Couillard-Bergeron. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, on débat du rapport, en fait, du Comité permanent de transport et de l'infrastructure sur la Banque d'infrastructure du Canada. Je suis quand même surpris qu'on débatte de ça aujourd'hui parce que je dois vous dire, le rapport, en fait, du Comité sur la Banque d'infrastructure du Canada date du mois de mai 2022. On est à l'automne 2023. Donc, ça fait quand même un petit bout qui a été déposé. On aurait eu l'occasion d'en débattre bien avant. Cependant, peut-être qu'il y a un élément qui est intéressant à mentionner, c'est que la conclusion, peut-être pourquoi, entre autres, les conservateurs ont voulu amener le débat là-dessus, c'est que il y a la recommandation du rapport. Hein? Souvent, on fait un rapport, on étudie un sujet, puis on arrive avec plein de recommandations. Mais dans le cas de la Banque d'infrastructure du Canada, il y a eu une seule recommandation. Une seule recommandation. Et j'en profite pour mentionner que le député qui m'a précédé du Parti libéral, Winnipeg Centre, Winnipeg Nord, qui prend la parole très régulièrement en Chambre, ne semble pas avoir pris, en fait, la précaution de lire le rapport du comité avant de faire son discours parce qu'il disait « Les conservateurs sont contre, là-dessus il a raison. » Puis il dit « Les autres partis devraient m'écouter avant de prendre position. » Bien, peut-être qu'ils ne savaient pas, en fait, que les autres partis avaient déjà pris position, parce que s'il y a eu un rapport du comité, c'est que les partis ont pris position. Puis s'il y a eu des recommandations du comité, c'est aussi que les différents partis ont pris position au travers de ça. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un rapport fortement majoritaire, provenant, en fait, dans lequel, en fait, la majorité s'est mis d'accord sur le fait de la seule recommandation qui est d'abolir la Banque d'infrastructure du Canada, Madame la Présidente. Wow. Et c'est intéressant parce que comment est-ce qu'on a pu obtenir une majorité? Les votes sont secrets, hein? Ça se fait à huis clos. Mais comment est-ce qu'on a pu obtenir une majorité si le gouvernement est contre? Bien, c'est probablement parce que toutes les autres partis ont voté pour, Madame la Présidente. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec le fait, a été d'accord au moment de produire le rapport, sur le fait qu'il est nécessaire d'abolir la Banque d'infrastructure du Canada. En fait, pour donner un petit aperçu, en fait, de ce que ça représente, la Banque d'infrastructure du Canada, puis de sa raison d'être, de notre perspective québécoise, on a regardé en termes d'infrastructure, en termes d'infrastructure au Canada, qu'est-ce qui existe qui est possédé par les villes? Qu'est-ce qui existe qui est possédé par les provinces? Qu'est-ce qui existe qui est possédé par le gouvernement fédéral? Donc, c'est quoi le rôle du gouvernement fédéral dans les infrastructures? Bien, 98 des infrastructures appartiennent pas au fédéral. Il y a juste 2 des infrastructures qui appartiennent au fédéral. Alors, c'est quoi le rôle pour le fédéral de dire, nous autres, on va aller se mêler d'infrastructures? À la base, il y a un problème. Il y a un problème, puis, en fait, d'aller mettre 35 milliards là-dedans, bien, c'est pas au fédéral d'aller gérer comment on va gérer nos infrastructures puis de le décider. S'il gère 2 des infrastructures, il me semble qu'il est un peu mal placé. Alors, c'est plutôt nos villes puis nos gouvernements qui s'en occupent, comme le gouvernement du Québec, où l'argent devrait aller. Ça, c'est le principe de base, en fait, qui, de notre côté, a fait en sorte que ça ne faisait aucun sens, en fait, de soutenir une banque d'infrastructure fédérale qui est, au final, une intrusion grossière dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens. Mais pour parler de la banque d'infrastructure, peut-être ça pourrait être intéressant Évidemment, tous les témoins à peu près étaient très critiques de la Banque d'infrastructure. Peut-être que le député libéral qui a parlé tout à l'heure n'était pas au courant, mais je n'ai pas entendu beaucoup de témoins vanter la Banque d'infrastructure. Je ne pourrais pas en nommer un, en tout cas. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que ça, peut-être le député le sait, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est en politique, mais dans la plateforme libérale de 2015, la Banque d'infrastructure du Canada, elle était là. Donc, il pourrait nous dire, « Hey, on s'est présenté puis on a mis en place ce qu'il y avait dans notre plateforme. » Il pourrait dire ça. Mais moi, j'aimerais ça aller plus loin là-dedans. Parce que dans leur plateforme électorale, la Banque d'infrastructure qui a été mise en place puis la Banque d'infrastructure qui est dans leur plateforme électorale est un petit peu différente. En fait, dans la plateforme de 2015, on peut lire à la page 16 que la Banque d'infrastructure devrait servir à assumer un taux d'intérêt plus faible aux municipalités pour des emprunts liés à la construction d'infrastructures et de logements. Ah! C'est intéressant, on parle de crise du logement en ce moment. Bien, dans la Banque d'infrastructure d'aujourd'hui, vous cherchez le mot logement, vous avez besoin de travailler fort parce que non, c'est pas là. Et municipalités, ben non, ils ne financent pas non plus des projets municipaux à bateau. En fait, la direction de la Banque d'infrastructure a un peu changé à travers le temps.
Après son élection, le gouvernement Trudeau, ce qui a fait, excusez-moi, Mme la Présidente, le gouvernement libéral, a choisi de mettre en place ce qu'il appelle un Conseil sur la croissance économique du Canada pour l'aider à s'orienter sur comment générer plus de croissance économique dans le Canada et que ce conseil-là a été présidé par nul autre que Dominic Barton, quelqu'un qui est reconnu comme un grand ami du premier ministre, un proche de Trudeau. Et aussi, on le sait, il aime ça nommer des amis puis leur donner, les mettre à des postes importants, comme on l'a vu avec We Charity aussi, puis les favoriser. On reviendra là-dessus plus tard. Et donc, à titre du Conseil croissance économique du Canada, mais dans la vie, il y avait aussi, M. Barton, disons, d'autres fonctions. Hein. Il était président de la firme McKinsey. Ça, c'est peut-être pas non plus, disons, inutile à mentionner. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le Conseil sur la croissance économique du Canada s'est penché sur la question de la Banque d'infrastructure. En fait, c'était une de leurs recommandations fortes. C'est une des choses qu'ils ont mis dans leur premier rapport. Je vais vous en parler un peu plus de comment est-ce qu'ils voyaient la Banque d'infrastructure. Et le Conseil sur la croissance économique du Canada, je vous ai dit que le président était le président de McKinsey ou le PDG de McKinsey, là, M. Barton. Mais il y a une autre chose aussi qu'il y avait, c'est qu'il s'est aidé de plusieurs personnes autour de la table, dont Michael Sabia, d'ailleurs, qui aura un rôle à jouer plus tard avec la Banque d'infrastructure. Et ce fameux secrétariat qui devait, en fait, parce que quand tu as un conseil d'administration, ça prend du monde pour faire le vrai travail, ça prend du monde pour prendre des notes, ça prend du monde pour faire la permanence de ça. Bien, c'était pas des fonctionnaires fédéraux qui s'occupaient de ça. Non, Madame la Présidente, c'est la firme McKinsey. La firme McKinsey qui fournissait de façon bénévole des gens pour travailler sur les dossiers de la croissance économique du Canada. Ils fournissaient des documents de réflexion, ils prenaient les notes sur les discussions, ils mettaient tout ça dans le fond. C'était eux autres la permanence puis le secrétariat. Alors, je vous cite en fait ce que M. Sabia nous a dit sur le rôle de McKinsey et de leur secrétariat. Il nous a dit, en fait, McKinsey agit de façon essentiellement comme un secrétariat, de façon bénévole, dont les idées, les concepts, les suggestions sont venues des membres du conseil, mais vous le savez, une organisation comme un comité de conseillers a besoin d'un secrétariat. C'est McKinsey qui a rempli ce rôle, qui a contribué de façon assez importante à nos rapports, à nos délibérations. Alors, évidemment, c'est des bénévoles, hein? Mais là, j'ai demandé à M. Barton, quand il est venu en comité, est-ce que les gens étaient bénévoles pour le gouvernement ou étaient bénévoles aussi pour McKinsey? C'est-à-dire, ils n'étaient pas payés pour venir là? Ah non, ils étaient payés. Ils étaient payés par McKinsey, mais pas par le gouvernement fédéral. Mais le rapport, c'est un rapport pour le gouvernement fédéral, donc un peu, au final, il faisait du pro bono financé par McKinsey. Est-ce que c'était un vrai pro bono? Est-ce que vraiment il n'y avait aucun intérêt de McKinsey dans ça? Est-ce qu'il n'y avait pas, par exemple, des orientations sur qu'est-ce que va prendre le gouvernement pour sa croissance économique future qui allait être décidée par ce comité-là, par lesquels peut-être les gens de McKinsey pourraient avoir une influence? En fait, moi, c'est peut-être ce que j'en conclus, parce que quand on regarde le rapport, le fameux premier rapport qui prône une banque d'infrastructure pour le Canada, bien, il ne prône plus la banque d'infrastructure de la plateforme libérale de 2015. Il prône une banque d'infrastructure où on prend l'argent du public pour on la met au service du privé, des grandes multinationales, des fonds d'investissement, puis on dit « amenez-nous des projets d'infrastructure, puis dans le fond, on va vous les financer ». Grosso modo, c'est ça, ils veulent la participation de ces grands fonds-là pour attirer leur argent dans nos infrastructures. Alors, ça a changé quand même pas mal par rapport à l'idée du départ. Et grosso modo, bien, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a eu ce changement de cap-là. Bien, veut pas, c'est parce qu'il y a eu un conseil sur la croissance qui s'est occupé de ça, essentiellement, en fait, avec des gens de McKinsey qui ont un peu orienté la direction. Puis McKinsey, bien, ça se pourrait-tu qu'il y avait des contacts de gens qui ont pu aller chercher des contrats ou de l'argent dans ça? Ça se pourrait-tu, Madame la Présidente? Est-ce que c'est leur domaine d'expertise, Madame la Présidente? Je pose la question, mais je pense que beaucoup de gens sont au courant de la réponse. En fait, la seule différence à peu près que moi j'ai vue entre la version prônée par le Conseil de la croissance économique puis la version qui a été mise en place par le gouvernement du Canada, c'est 5 milliards. Le Conseil de la croissance économique prônait une banque d'infrastructure à 40 milliards. Le gouvernement fédéral en a fait une à 35 milliards.
Mais sinon, le reste, c'est presque un copier-coller. Ça a tellement été, en fait, rapide l'exécution de ce que proposait le Conseil de la croissance économique et M. Barton que, en fait, même pas un mois après que ça a été déposé, on voyait déjà les documents du gouvernement fédéral qui parlaient d'une banque d'infrastructures à venir et qui aurait à peu près la même forme que celle proposée par, justement, le Conseil de la croissance économique. Quand on regardait, par exemple, l'Affaires globale Canada qui en parlait lors du Long Term Investment Summit. Donc, tout ça pour dire que, bon, est-ce que c'est vraiment, en tout cas, dans le plus grand intérêt public que ça s'est pris comme décision? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais ce que je sais, par exemple, Madame la Présidente, c'est que la Banque d'infrastructures en a arraché. Les conservateurs en parlent aujourd'hui. Ça a été fondé en 2017. Puis en 2020, il n'y a à peu près rien qui existait comme projet. Ils ne savaient pas où s'en allait. Il y avait de la misère à recruter des employés. Le conseil d'administration, ça vivotait. Il n'y avait personne qui parlait français là-bas. C'était vraiment complètement la maison de fou, Madame la Présidente. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. On leur donnait 35 milliards, puis ils ne savaient pas où s'en aller. Alors, ils ont appelé quelqu'un en catastrophe, Madame la Présidente. Ils ont dit, Dominic Barton, en fait, on vous a dit, il a travaillé sur le Conseil de la croissance économique avec Michael Sabia. Donc là, Michael Sabia a été recruté pour devenir le président de la Banque d'infrastructure du Canada. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, Madame la Présidente, c'est quand j'ai posé la question à M. Sabia, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes l'entremise, là? Comment vous avez envoyé votre CV? Comment vous avez été recruté comme tel? Ce qu'il m'a dit, c'est que j'ai eu un coup de téléphone de Bill Morneau. Moi, je capotais. Je me dis, ah bon, on nous dit que la Banque d'infrastructure n'est pas politique. C'est le ministre des Finances qui l'a appelé directement pour lui dire « J'ai un job pour toi, tu t'en viens-tu? » Pire que ça, Madame la Présidente, c'est même pas son ministère. La Banque d'infrastructure, elle ne relèvait pas du ministère des Finances, elle relève du ministère de l'Infrastructure. Alors, c'est le ministre d'un autre ministère qui est allé appeler pour dire « J'ai un job pour toi. » Un beau processus ouvert et démocratique. Et transparent, apolitique, j'en suis persuadé, Madame la Présidente. Vous comprendrez que je suis plutôt ironique dans ma position. Alors, une fois Monsieur Sabia, président de la Banque d'infrastructure en 2020, il nous dit à peu près ça, que ça allait pas bien puis que ça allait mal. Il est venu en pompier un peu éteindre le feu, à la rescousse de la banque. Bien, un de ses premiers gestes, Madame la Présidente, c'est de donner un contrat de consultant sans appel d'offres. À quelle firme? La firme McKinsey. Ah, comme tout se place, hein? Comme tout se place. Comme quoi le bénévolat de McKinsey, finalement, peut-être qu'il aura servi à quelque chose. Hein? En fait, un contrat de 1,4 million de dollars à McKinsey, c'est pas si pire. Ça se prend bien 1,4 million de dollars, Madame la Présidente. Et on nous a dit pourquoi est-ce qu'on a choisi McKinsey. Là, excusez-moi, c'est en anglais. Decision taken at the time was to use some of the people from McKinsey who had been involved in the initial thinking around the infrastructure bank to draw on their accumulated knowledge. OK. Donc, c'est de dire, eux autres, ils connaissaient bien la banque d'infrastructure. Donc, on s'est dit, on va leur donner le contrat, ça va aller plus vite. Donc, comme c'est eux autres qui l'ont imaginé, la banque d'infrastructure, c'est ceux qui la connaissaient bien. Hein? Parce que c'est eux autres qui ont dit au gouvernement quoi faire. Puis là, on leur donne un contrat, mais cette fois-ci, au lieu de bénévoles, payants pour leur dire quoi faire. Fait qu'ils ont comme une deuxième chance de dire la même chose. Et parce que la banque, elle n'existait pas vraiment, elle n'avait pas de forme encore vraiment, elle tournait dans le beurre. Alors, c'est fascinant, Madame la Présidente, à quel point la formule de bénévolat, en fait, dont on parle, des fois, c'est pas toujours du bénévolat complètement désintéressé, mais au contraire, ça peut finir par servir les intérêts privés. Puis ça semble pas être le genre de préoccupation qu'a le gouvernement d'en face. Alors, Madame la Présidente, j'ai aussi posé une question à Michael Sabia quand il est venu nous voir en comité. J'ai demandé... OK, la banque avait bien de la misère, hein, mais avant que vous deveniez président de la banque, vous étiez à la Caisse de dépôt du Québec, puis un de vos projets, c'était le REM. Puis ça donne que la banque, elle a investi dans le REM. Ça devient mélangeant tout ça, là, parce que, tu sais, tout est dans tout. Mais en fait, la banque, elle a investi, la Banque d'infrastructure a investi dans le REM, mais avant que la Banque d'infrastructure existe, il y avait de l'argent du fédéral pour le REM. Il y avait un investissement fédéral dans le REM. C'était une subvention fédérale qui avait été annoncée d'un montant de 1,28 milliard par le gouvernement Trudeau. Mais magiquement, cette subvention de 1,28 milliard s'est transformée en prêt de 1,28 milliard. Hein? Un prêt et une subvention, il y a une petite différence entre les deux. Donc, et à l'origine, c'était un prêt du gouvernement
une subvention du gouvernement, mais c'est devenu un prêt de la Banque d'infrastructure du Canada. Donc, évidemment, le Québec, on n'y a pas été trop gagnant parce qu'on va payer de l'intérêt sur le prêt plutôt que d'avoir de l'argent qu'on prend puis qu'on encaisse et qui va servir financièrement au profit du projet. Alors, j'ai demandé à M. Sabia comment cette décision-là a été prise. Comment s'est passé le processus entre les deux? M. Sabia nous a répondu, c'est une décision prise par le gouvernement et celui-ci nous a informé du changement. Donc, c'est pas politique. Ça a l'air la Banque d'infrastructure, mais ça a l'air que c'est le gouvernement qui a informé la Caisse de dépôt directement du changement, puis que dans le fond, il n'y avait tellement pas de bilan, puis tellement pas de projet dans la Banque d'infrastructure du Canada, qui ont dit, bien, on va prendre un projet qu'on finance, puis on va le définancer, puis on va prendre l'argent de la BIC, puis on va en mettre là pour donner un bilan à la BIC. Grosso modo, c'est ça. Puis ce que ça nous montre comme illustration, Madame la Présidente, c'est que la BIC, là, elle n'a pas vraiment d'utilité propre, elle n'a pas de pertinence. On prend des projets qui auraient été financés de toute façon, par d'autres formes, à la place, on les fait financer par la Banque d'infrastructure du Canada. Parce que les fameux milliards, puis les milliards qui devaient pleuvoir, hein, 1 $ pour 8, je ne sais pas si c'était 1 $ pour 10, en tout cas, on nous faisait miroiter des chiffres extraordinaires, mirabolants, sur tout l'investissement privé qui allait arriver ici, de toutes ces fameuses firmes-là, proches du gouvernement. Bien, finalement, ces fameux investissements-là ne se sont jamais concrétisés. La plupart des projets dans lesquels la Banque d'infrastructure investit, ce sont des projets publics, Madame la Présidente. Ce sont des projets dans lesquels ce sont nos gouvernements, nos instances, que ce soit nos municipalités, que ce soit nos villes, en fait, que ce soit nos provinces ou l'État québécois qu'on voudrait devenir un pays un jour, dans lesquels on dit, nous, on veut ces projets-là, c'est important pour nous, puis le gouvernement s'est dit, ouais, s'est gratté à la tête, il dit, bien là, on va trouver une façon de donner un bilan à la BIC, fait qu'on va envoyer ces projets-là à la BIC, mais c'est pas politique. C'est pas politique, c'est très loin du gouvernement, Madame la Présidente, mais au final, on le sait tout, là. On le sait tout. Au final, la banque, c'est très politique. C'est pas très politique pour rien, parce que après avoir été président de la Banque d'infrastructure du Canada, après son séjour, M. Sabia à la Banque d'infrastructure du Canada, en fait, de avril 2020 à décembre 2020, magiquement, il s'est ramassé sous-ministre aux Finances 2020-2023, c'était qui le fameux en fait, donc, sous-ministre, ça non plus, c'est une nomination qui est sûrement qui a envoyé son CV, sûrement que ça a été un long processus ouvert. J'en suis persuadé, Madame la Présidente. Vous comprendrez qu'à un moment donné, ça devient trop gros, là. Il n'y a plus personne qui y croit. Et c'est un peu ça que je vais illustrer. Et malheureusement, la Banque d'infrastructure du Canada, c'est comme une patate chaude que les libéraux essayent de justifier puis de dire oui, c'est bien utile, ça sert à quelque chose. Mais dans le fond, là, ce que les villes nous ont dit là, quand elles sont venues en comité, puis qu'ils nous disent encore à chaque fois, c'est que l'argent dont ils ont besoin pour les infrastructures, l'infrastructure de logement, l'infrastructure d'eau, toutes les infrastructures que les municipalités ont besoin, c'est pas d'avoir des nouveaux programmes fédéraux avec plein de critères puis des normes que personne ne comprend, puis d'avoir là, à chaque fois qu'il y a un nouveau programme qui sort, on va embaucher 3-4 personnes pour analyser les critères, puis là, ça me prend du monde à temps plein pour voir les nouveaux programmes qui pourraient peut-être sortir du fédéral, puis voir si ces programmes-là sont compatibles avec ceux de Québec. Maintenant, on n'en finit plus. Ce que les villes veulent, c'est de l'argent directement qui leur est donné, qui va servir à construire les infrastructures dont il y a besoin. Puis il existe un programme qui marche en ce moment. Premièrement, il y a une technique infaillible à ça, là, ça serait de donner l'argent à Québec, puis Québec le mettrait pour les infrastructures. Tout ça, ça serait très facile à faire. Mais il y a une autre méthode avec laquelle on pourrait être prêt à vivre, c'est de dire, il y a un fonds de la taxe sur l'essence. Ça fonctionne très bien. Il y a des petits changements à faire, là, c'est pas parfait, mais ça fonctionne très bien de manière générale. Et les villes aimeraient ça avoir plus d'argent là-dedans. On prend une partie de l'argent de la taxe sur l'essence, puis ça sert à des projets d'infrastructure, puis les villes, ils construisent les infrastructures dont ils ont besoin, pas ceux dont le fédéral décide qu'ils ont besoin. Ça, c'est différent. Et ça fonctionne bien. Pourquoi est-ce qu'à la place, on ne bonifie pas des programmes comme celui-là qui donnent plus de latitude, par lesquels il y a des ententes avec le Québec, par exemple, pour le fonds de la taxe sur l'essence? Non, on va créer des programmes faits par Ottawa, pour couper des gros rubans, pour faire plaisir aux petits amis du régime, et qu'au final, vont nous mener dans le mur et qui ne fonctionnent pas, Madame la Présidente. Alors, c'est ça que je voulais déplorer aujourd'hui. Puis j'espère que le député d'en face a compris maintenant pourquoi toutes les partis, sauf le sien, ont voté contre cette fameuse banque-là. Bravo.